Salut les fans d'apiculture, j'espère que tu vas bien, c'est Mathieu, bienvenue sur la chaîne de la Fabrique Hippique, la chaîne d'apiculture qui répond à tes questions. Si ce n'est pas déjà fait, tu as l'e-book offert 10 plantes mellifères utiles aux abeilles pendant toute la saison. Tu as aussi les formations qui peuvent être prises en charge via ton compte personnel de formation. Je te laisse savoir aussi dans la description. Et si tu as des questions que tu souhaites que l'on y réponde, eh bien tu nous laisses un commentaire en dessous de la vidéo. Et comme ça, eh bien, on la traitera pour la vidéo de la semaine prochaine. Allez, on attaque avec les premières questions. Question de Georges Alzoufar qui me demande si après un essaimage, ça serait utile de retrouver la reine. Alors, oui et non, j'ai envie de te dire. Déjà, oui, pourquoi? Parce que si c'est une reine issue d'une production et qu'elle est marquée, ça t'indique potentiellement quel âge a la reine et s'il y a encore une viabilité potentiellement avec cette reine-là pour la saison à venir. Voilà, maintenant, trouver la reine pendant l'essaimage, c'est pas quelque chose de forcément simple vu le tas d'abeilles que tu vas avoir dans cet essaim. Après, tu peux toujours laisser la colonie s'installer dans la ruche et une fois qu'elle s'est installée, sur les cadres, ça sera tout de suite beaucoup plus facile de trouver une reine que de chercher une reine dans un tas d'abeilles. Une seconde question de Georges qui me dit qu'il est dans un pays tropical et il me demande s'il est nécessaire de couper une aile d'une reine pour éviter un essaimage. Alors déjà, premier retour par rapport à ça, c'est pas chez nous qu'on t'apprendra à faire ça parce que je trouve ça complètement aberrant. Voilà, c'est pas de l'apiculture pour moi, c'est de la torture, voire de la boucherie. C'est comme si, je sais pas moi, tu avais un chien, un chat, tiens un chat par exemple, et que tu n'avais pas envie qu'il sorte de chez toi ou qu'il parte plus loin que de ton jardin, et puis tu lui coupais une patte ou deux. J'ai envie de te dire, est-ce que tu trouverais ça normal? Non, voilà, et bien pour l'apiculture, pour les abeilles, c'est pareil. Donc il n'y a pas de nécessité de couper l'aile d'une reine pour éviter un essaimage. Je sais qu'il y a certains apis qui le font. Pour moi, c'est des apis feignants, j'ai envie de dire, et potentiellement peut-être qu'ils ne savent pas gérer leur colonie puisqu'ils veulent éviter justement cet essaimage pour être en hyperproduction. Donc non, il n'y a aucune nécessité de faire ça. Nous on ne le fait pas, il y a une grande majorité d'apiculteurs qui ne le font pas et je te déconseille de le faire. Voilà. Maintenant, chacun prend ses responsabilités par rapport à ça. Question de Maria Marcella qui me dit qu'elle a une colonie infestée de varroa, il y a 10 chutes de varroa par jour, mais qu'elle ne souhaite pas traiter à l'acide oxalique. Quoi faire? Il n'y a pas 15 000 solutions malheureusement. Si tu es infesté de varroa, il va falloir traiter. Traiter avec différents produits en fonction du type d'apiculture que tu veux faire, que ça soit en bio ou non, principalement j'ai envie de dire, et savoir si tu es en fin de saison comme là nous actuellement, ou potentiellement faire un traitement pour l'hiver ou au printemps. Voilà. Après c'est peut-être une colonie que tu pourrais diviser en début de saison et sur lequel si tu mets des feuilles de cire gaufrée, n'en mets pas. Les abeilles vont principalement aller bâtir des cellules de mâle sur ces cadres, que ce soit jambage ou des cadres filés. Maintenant, si tu veux découper du couvain de mâle, c'est toujours plus simple sur du cadre à jambage que sur du cadre avec des fils, c'est moins cracra, j'ai envie de dire. Donc tu peux aussi faire cette prévention sur du couvain de mâle, mais malheureusement, il n'y a pas 15 000 solutions. Si tu es vraiment infesté de varroa, tu la joues qui tout double, soit tu traites pas et puis tu verras la colonie comment elle passe l'hiver et si tu n'as pas une perte hivernale, ou alors tu traites et puis en début de saison tu prends les choses en main pour éviter que ça se reproduise une deuxième année. Question de Hakim Labastide qui me demande s'il peut placer la grille à propolis en même temps que s'il fait les traitements contre le varroa, que ce soit en lanière et ou autre, je vais y répondre, c'est pas que pour les lanières d'Apivar mais pour tous les traitements. C'est quelque chose sur lequel j'ai déjà répondu, pas forcément pour la propolis mais d'un point de vue récolte, ces choses là. Je vais vous redonner la réponse. Alors non, tu ne places absolument rien quand tu fais du traitement, que ça soit du pollen, de la propolis, de la récolte de miel, de la gelée royale, peu importe le produit de la ruche. Il ne faut jamais récolter tant que tu fais un traitement, d'accord? Voilà, peu importe, c'est traitement, c'est tout, il n'y a rien à récupérer, on laisse les abeilles tranquilles.
Si c'est un moment où il y a du lierre ou s'il y a une autre floraison qui arrive, qu'elles peuvent compléter leur stock de nourriture à ce moment-là, on leur laisse compléter les stocks de nourriture, on les laisse se gaver au maximum de nectar et de le transformer en miel pour qu'elles puissent passer un hiver. Plus il y a de nourriture, mieux c'est, voilà, tout simplement. Donc une fois de plus, non, on ne place rien lorsqu'il y a des traitements, peu importe ce qu'on veut récolter, que ce soit miel, pollen, propolis, gelée royale, voilà, j'en passe et des meilleurs. On ne récolte absolument rien du tout. Question de Daniel Lazarian qui me demande combien il faut de frelons sur une ruche pour la décimer totalement, puisqu'il a une colonie qui est vide d'abeilles, pas de mortes, rien de particulier. Alors, comme ça va être un peu compliqué de te répondre. Il y a différents paramètres à prendre en compte. Est-ce que déjà tu n'as qu'une ruche? Est-ce que c'est la seule ruche du secteur? Est-ce que tu as été souvent voir ta colonie ou est-ce qu'elle était vraiment en autonomie et tu sais pas depuis combien de temps il y a du frelon sur ta ruche? Voilà. Mais potentiellement, oui, le frelon peut te faire disparaître une colonie en entier. Maintenant, combien? Ça dépend du nombre de ruches, comme je te disais, à proximité. C'est sûr que si c'est la seule ruche à proximité et que tu as un nid de frelon à 30 mètres, là ça va être problématique. D'ailleurs, ceux qui nous suivent sur Instagram, vous avez pu voir qu'on a fait détruire un nid de frelon asiatique qui était situé à environ 20-30 mètres du rucher des Groux, où on a 5 ou 6 ruches je crois dessus, il me semble. Et donc on a fait traiter, ce qui a été plutôt efficace, puisque là, depuis 2 jours qu'on a fait traiter, il y a quasiment plus aucun frelon. Il y en a peut-être un qui se balade de temps en temps, soit qu'il y a un des frelons qui s'est perdu ou alors un frelon d'un autre nid mais qu'on n'a pas encore trouvé. Mais en tout cas, on a beaucoup moins de pression, en sachant que l'année dernière, on n'avait quasiment pas de pression sur cette ruche, sur ce rucher-là, et que cette année, ça a été compliqué. Et donc là, avec la chute des feuilles d'arbre, il y a une petite fille qui a vu au passage ce nid de frelons en haut des arbres. Donc on la remercie déjà. Et donc revenons sur ta question, si tu as 3, 4, 5 frelons par jour qui font les allers-retours non-stop toute la journée, qui vont se gaver dans ta colonie, en plus si tu n'as pas de réducteur d'entrée dessus aussi, voilà, ça c'est un des facteurs. Est-ce que le frelon il rentre dans ta ruche ou pas? Là ouais, ça peut aller très vite. Attention, j'attire vraiment votre attention là-dessus. Nous cette année on a vu des frelons asiatiques passer sous les réducteurs d'entrée Nico vert spécial frelon asiatique, parce que le frelon asiatique a réduit de taille et il arrive à passer sous les réducteurs d'entrée verts. Donc on a dû sur les planchers Nico basculer avec des réducteurs d'entrée métal sur lesquels c'est beaucoup plus petit. Donc on a dû bidouiller des choses, je vous montrerai ça plus tard. Mais voilà, ça peut aller très vite, donc attention. Question de Mohand Amézian, désolé si j'écorche un peu ton prénom et ton nom, qui nous demande quoi faire, puisque lui il a un problème avec des guêpes qui attaquent les colonies faibles. J'ai envie de te dire, comme pour le piégeage un petit peu du frelon asiatique, tu peux mettre des bouteilles avec du sirop et ou avec des appâts protéinés. Voilà, c'est un cas de figure. Après, c'est vrai que les guêpes ont tendance à aller plutôt sur des abeilles faibles ou des mâles. Alors là, c'est plus trop la saison, mais même sur les mâles qui sont expulsés. On avait fait aussi une story sur Instagram d'une guêpe qui était en train de découper l'abdomen d'un faux bourdon. Voilà, et on a revu ce cas de figure-là sur des abeilles d'été en fin de vie, sur des colonies devant les ruches. Les guêpes attaquaient ces abeilles-là. Donc après, réduis l'entrée au maximum, j'ai envie de te dire, compartimente, mets un réducteur, pas réducteur, mais une partition à l'intérieur. Voilà, faut que ta colonie puisse se protéger de ces agressions extérieures. Question de Mathieu F qui me dit qu'il a été au rucher pour gratter ses lanières de traitement varroa et qu'il a constaté 0 couvain dans les colonies malgré la présence des reines. Est-ce que c'est normal? Pourquoi? Comment? Alors, lorsqu'on met les traitements, il peut y avoir justement des phénomènes un petit peu comme ça, où l'odeur peut passer au-dessus des phéromones de la reine et provoquer des petites anomalies, j'ai envie de dire, au niveau des colonies. Maintenant, c'est vrai que si tu as été là il y a une semaine, 10 jours, il y a énormément de colonies qui n'ont quasiment plus beaucoup de pontes, voire quasiment plus aucune, parce que, comme tu le mets dans ton message, les nuits sont très fraîches et donc les colonies commencent à se mettre en grappe
la nuit, et donc s'il y avait du couvain et que le couvain n'était pas en grappe, ça serait du couvain mort en fait par le froid, et donc les abeilles en journée seraient obligées d'aller faire le nettoyage de la colonie par rapport à ça. Donc c'est normal qu'à un moment donné de la saison, tu n'aies quasiment plus de couvain, parce que eh bien, c'est le cycle normal, hein, j'ai envie de te dire, pour que la colonie se focus vraiment sur eh bien, la grappe d'abeilles avec la reine avec elle, hein, et puis qu'elle puisse tout simplement se réchauffer et graviter dans la ruche pour pouvoir consommer les stocks de nourriture et pouvoir se réchauffer et passer un hiver correct. Florence Le Sauce qui me dit que au moment où elle écrit le message, c'est le 23 octobre, et que donc elle est tentée d'ouvrir pour bien voir un petit peu ce qui se passe. Elle entend, on va dire, lorsqu'elle est à côté des ruches, qu'il y a les abeilles à l'intérieur, mais ça bouge plus beaucoup par rapport à la température. Donc est-ce que ça serait le moment vraiment de les laisser tranquilles? Oui, c'est le moment de les laisser tranquilles. Une fois qu'on a fait l'hivernage, ok, eh bien on les laisse tranquilles maintenant pour le reste de la saison. Les nuits sont beaucoup trop fraîches maintenant, même si on a certaines journées un peu clémentes qui vont tourner autour des 18. Eh bien laissez les abeilles sortir, laissez les abeilles aller chercher de la nourriture, ok. Mais n'ouvrez plus les ruches tant que vous avez fait votre hivernage. Vous avez mis les partitions chaudes ou pas en fonction de votre pratique. Si vous aviez vérifié les stocks de nourriture, si vous aviez traité et que vous avez surtout enlevé le traitement, ok. Si tout ça c'est fait, laissez les abeilles tranquilles. Voilà. Maintenant on arrive sur la partie automne, même hiver, j'ai envie de dire. On arrive sur la partie hivernale, donc laissez les abeilles tranquilles. Je sais que c'est un moment qui est compliqué en apiculture, surtout quand on débute, quand voilà, on a quelques ruches, mais ça fait pas très longtemps qu'on pratique. On a plus ou moins envie d'aller contrôler ce qui se passe. Non, il faut vraiment se dire que si vous ouvrez pour aller chercher des informations sur vos colonies, visuellement, vous allez mettre la colonie en danger. Et il ne faudra pas, entre guillemets, au début de saison prochaine, venir vous plaindre ou vous dire les abeilles elles n'ont pas passé l'hiver. Ouais, mais vous ne les avez pas aidées puisque vous avez ouvert les colonies, d'accord? Donc pour toi, Florence, n'ouvre pas les ruches. D'ailleurs pour tous les autres, n'ouvrez plus les ruches. Vraiment laissez les abeilles tranquilles. Il faut qu'elles passent un hiver vraiment peinard. Nous sur la formation hivernage, on apprend aux élèves justement à comment contrôler les ruches, à comment visualiser que la colonie va bien sans ouvrir la ruche en fait. Voilà. La problématique actuellement en apiculture et dans la plupart des ruches écoles, c'est qu'on vous apprend à faire de l'apiculture d'un point de vue d'observation de l'intérieur, d'ouvrir les ruches, de sortir les cadres, de regarder présence de reines, d'abeilles, tout ça. Sauf que ça c'est une partie du job, j'ai envie de dire, mais la plus grosse partie c'est surtout d'observer et de voir ce qui se passe à l'extérieur de la ruche, depuis l'extérieur de la ruche, sans ouvrir. Voilà, et ça c'est vraiment le principal, mais malheureusement c'est très peu enseigné actuellement. Donc laisse tes colonies d'abeilles tranquilles et elles passeront un hiver meilleur. Tom me demande qu'est-ce qui fait des cadres de miel pleins de lierre, vu qu'il a égalisé les colonies pour l'hiver et que donc il se retrouve avec des cadres avec du miel. Tu as deux solutions. Si tu n'as pas de voisin très proche et qu'il fait plutôt beau là où tu es situé, parce que je ne sais pas dans quelle région tu es, tu peux laisser les cadres à l'extérieur et que les abeilles viennent tout simplement récupérer le miel à l'intérieur, hein, comme un peu entre guillemets un pillage. Voilà. Tu peux faire ça, alors pas à 2-3 mètres de ton rocher, mais à 20-30 mètres du rucher, déjà ça serait pas mal. Ça va éviter que les abeilles se chamaillent devant les ruches. Maintenant tu peux toujours garder les cadres, et si en saison tu vois que tu as une colonie qui a vraiment beaucoup consommé, qui a plus beaucoup de nourriture et sur lequel potentiellement tu vas mettre un candy, garde ton cadre, et à ce moment là au lieu de mettre du candy tu vas mettre un cadre de lierre. Même s'il est cristallisé, c'est pas un problème, de toute façon le candy il est déshydraté, c'est comme de la pâte à modeler. Le miel cristallisé ça sera la même chose en fait, hein. Donc voilà, ça changera pas des masses. Donc deux solutions qui s'offrent à toi, voilà, à toi de voir ce que tu veux appliquer. Question de Pierrot qui me demande si j'ai déjà observé une problématique avec les abeilles qui auraient du mal à monter dans les nourrisseurs Nico via les petits trous qui sont situés de chaque côté du nourrisseur. Alors non, j'ai pas observé de problématique, on les a déjà utilisés, même si vous le savez, je suis pas fan des nourrisseurs Nico, mais alors pas du tout fan. On en a utilisé et on
on a des abeilles qui montent bien justement par ce trou qu'il faut faire, hein, puisqu'il est préformé mais il n'est pas ouvert. Donc les abeilles passent et elles vont dans le candie. Voilà. Donc si tu as peur et que les abeilles ne passent pas par là, j'ai envie de te dire non, puisqu'elle passe. Maintenant, c'est pas une science absolue. Si au moment où toi tu mets ton candie, les abeilles sont à l'arrière de la ruche, mais que tu ouvres à l'avant, les abeilles vont pas faire le passage, elles vont pas faire le pont. C'est sûr que sur une ruche d'Adam ou Langstroth, vu la superficie du carré avec les cadres, si tu as un tout petit point comme ça au niveau du nourrisseur pour que les abeilles puissent venir chercher la nourriture, alors que si tu étais avec un nourrisseur bois où tu mettais directement ton candie sur les têtes de cadre, forcément le fait que les abeilles trouvent est déjà plus restreint, un peu plus compliqué. Voilà. Donc à ce moment-là, si tu le fais, essaye de voir si tu as des abeilles qui sont à proximité ou pas, vraiment très rapidement. Mais en tout cas, elles le trouvent. En tout cas, nous, quand on l'a utilisé, elles l'ont trouvé. Et elles ont consommé un peu de candy sur la fin de saison lorsqu'on a utilisé les nourrisseurs Nico. Dernière question, et c'est Johan qui la pose et qui me demande mon avis sur les traitements pour protéger les ruches de l'hiver et des conditions météo. Il me demande ce que je pense. Est-ce qu'on traite à l'huile de lin, à la peinture suédoise, voilà, différentes choses. Alors moi, vous avez déjà sûrement dû voir la vidéo sur peindre ou pas ces ruches. Vous avez mon avis sur les peintures. Nous, à la Fabrique Hippique, toutes nos ruches, on les traite à l'huile de lin. Voilà, on ne peut pas faire plus rapide. C'est huile de lin, froid, 3 passages et basta. Voilà. On se prend pas la tête avec des peintures. Après, il faut poncer, il faut avoir des corps de ruches en stock pour inverser les colonies. Après avoir poncé, faut remettre de la peinture. Enfin bon, faut avoir entre guillemets l'envie et le temps de le faire. Moi déjà, j'ai pas l'envie de le faire. Et c'est surtout que si tu veux remettre une couche d'huile de lin pour protéger ta colonie à tout moment, ok, que ce soit en été, hiver, quand tu veux, et même si ta colonie elle est à l'intérieur avec de l'huile de lin, tu as juste à venir avec ton pinceau, passer l'huile de lin et voilà, basta, c'est réglé, ta colonie elle est protégée, enfin ta ruche en bois elle est protégée. T'as pas besoin, si ton bois est pas fissuré, t'as pas besoin de changer ton corps de ruche en fait. Voilà. Ou s'il n'y a pas de maladie, ou s'il n'y a pas de problématique, tu peux le garder. Alors que là, toi, si tu veux poncer et remettre de la peinture, tu es obligé d'avoir du stock de corps. Et donc, après, stockage, faut le mettre de côté, faut le réutiliser. Enfin bon, voilà. Donc, c'est un coût supplémentaire, j'ai envie de dire. Donc, non, nous, c'est l'huile de lin 100%, 3 passages à froid. Même quand les colonies sont dedans, on peut le faire. Donc, voilà. Pas de souci là-dessus. C'est la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci t'a plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce en dessous de celle-ci, à activer aussi la cloche pour être averti des notifications des prochaines vidéos qui vont sortir. Si ce n'est pas déjà fait, l'e-book en dessous dans la description, plus les formations prises en charge via ton CPF en fonction de celle qui t'intéresse. Je te laisse aller voir tout ça en dessous. Et quant à moi, je te dis à très vite sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao.